et de M. Curie ici présent. Ce qui signifie? Ce qui signifie que vous êtes rétrogradé au caisson, mangez de choucroute. Par chance que vous avez un bon coup de patin, dont vous nous avez fait la preuve contre la St. Lawrence pendant fin là-dessus. 1-0. Et dont j'ai été l'unique scoreur. 1-0. Et ce dont j'ai été l'unique scoreur. Oui, vous êtes pas mal comme défenseur, mais revenons au boulot maintenant. Vous avez fait des erreurs de travail. Le pont, vous savez de quoi je parle? C'est pas une partie d'hockey sur place. Vous avez pu modestement exceller. On va donc vous donner la chance d'aller scorer au caisson. Allons voir de quoi vous êtes capable. Sinon, vous allez retourner dans votre vie de saucisse, de choucroute, de petit chapeau vert à l'accent bizarre. Faites ce que vous devez faire et j'irai donc au caisson. Cependant, je vous demanderai quelque chose en retour. Ouais, mangez de choucroute! Je ne suis pas en position de revendiquer ou de demander quoi que ce soit, mais de nous obéir. Vous êtes pourris au réveil, c'est pour ça que vous allez aller au caisson. Ribbentrop. Quoi? Ribbentrop, dis-je. Je demande à ne plus être appelé mangeux de choucroute. Je demande à être appelé Joachim ou Ribbentrop. Négociateur, hein? J'aime ça. D'accord, Ribbentrop. You got yourself a non-aggression pact on your name. Understood? Bon, maintenant que vous êtes satisfait, allez au caisson et faites-nous des miracles. Des miracles. Mon département. Deo gratias. Laissez-le-moi, monsieur Névesessoy. Dieu le prend en charge. Dieu est tout. Dieu est partout. S'il est partout, envoyez-le donc au rivet. Il y a une place qui vient de se libérer. Je vous demande pardon. Une blague, une blague. Je vous laisse. Je travaille. Mon fils, parlez-moi de vous. Votre accent me dit que vous êtes allemand. Je suis prussien. Le Prussie, que c'est intéressant. Catholique, chrétien, luthérien, croix. Oui, je crois. Assez bien croire, très bien même. Avoir la foi, il n'y a que cela. Ça déplace les montagnes, vous savez. Et quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. La fleur de l'âge. Peut-on espérer qu'un jour prochain, sitôt soit-il, Monsieur Ribbentrop se voue au sacerdoce, d'entretenir la foi, de propager la bonne nouvelle, de se consacrer à Dieu et rien qu'à Dieu? Je réfléchis à beaucoup d'opportunités pour ma carrière, mais pour le moment, mon choix ne s'est pas arrêté sur un choix bien en particulier. Mais j'ai d'ambition par contre. Attention, l'ambition est le champagne des princes. Mais, gare à la paresse, à l'orgueil, à la gourmandise, à la luxure, à l'avarice, à la colère et à l'envie. Encore heureux que l'ambition ne fasse partie de vos 7 péchés capitaux. L'envie est sa voisine et la luxure sa cousine. Et la paresse est loin de faire partie de la famille. Une fois votre ambition atteinte, la paresse peut s'installer sur votre canapé et vous avez. La paresse, pas mon truc. J'ai un tas de projets. Ah, par exemple. Construire des ponts. Et je pêche fer, chemin de fer, continuer à jouer au hockey, ici au Canada. Tomber en amour avec la plus belle héritière du monde. Vendre du champagne, parcourir le monde, parler plusieurs langues, rencontrer des gens importants, faire de la politique, être reconnu, être aimé, croire, honorer, servir et obéir. Obéir à notre Dieu Tout-Puissant. Mais, pour l'instant, terminer la reconstruction du magnifique, du fabuleux, de l'unique pont de Québec, afin que celui-ci ne retombe jamais loin de tous les dangers et de toutes les guerres. De quoi parlez-vous, Alban Ribbentrop? De quel pont parlez-vous? Du pont de Québec au Canada. Je n'y suis jamais allé. Pourquoi mentionnez-vous cela? Oh, ce n'était que des terres de mémoire. Aussi lointain, aussi réconfortant soit-il. Et pourquoi être allé au Canada que pour reconstruire un pont? Je ne comprends pas, Alban Ribbentrop. On fait état de vos crimes de guerre ici, pas de reconstruction. Pont. J'étais au Canada que pour visiter les amis. Pendant mon séjour là-bas, plusieurs boulots se sont présentés à moi, dont celui-ci, mon meilleur
partie sud du pont s'était effondrée. Quelques années plus tard, j'ai été embauché pour sa reconstruction. Une grande réalisation. Et en quelle année était-ce? Vers 1912, je crois. Pendant mon séjour, j'habitais sur la rue Christie à Québec. Une jolie petite rue en plein cœur des vieux quartiers et à 2 pas du château Frontenac. 1912. L'année du Titanic. 2 ans avant la Grande Guerre. C'est exact. Quel âge aviez-vous alors? 1 an. Si jeune? Ah, moi aussi j'étais jeune. Naïf, mais alerte. Naïf. Dites-moi, Von Ribbentrop, combien de temps a perduré votre naïveté? Qui n'a jamais été naïf de temps pour une et qui ne l'est pas? La naïveté n'est pas réservée exclusivement à la jeunesse, n'est-ce pas? La jeunesse! Bien oui! Telle que la jeunesse hitlérienne! Ne vous couvrez pas de ridicule de temps pour une femme. Vous ne me faites pas admettre que j'étais naïf et obéissant à suivre son fureur comme un petit chien, et que je regrette d'avoir été ainsi. Je vous rappelle, vous êtes un psychiatre, non un prêtre. Comme je vous l'ai dit à Von Ribbentrop, j'essaie tout simplement de vous comprendre. Parlez-moi donc davantage de votre périple au Canada. J'avais de hautes responsabilités lorsque je travaillais pour la Davis Company. Un sous-contractant qui était en charge de la reconstruction du pont de Québec, comme je vous ai dit, s'était écroulé dans son fleuve quelques années auparavant. Nous avions beaucoup de pression de la part de nos patrons, des surintendants, et même du curé du village. Et quand la tragédie maritime dont vous avez parlé, Titanic. le Titanic s'est produite, nos patrons sont devenus plus, comment dirais-je, encore... Sur plus- leur garde. Oui, c'est exact. Sur leur garde. Et vous? Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Ah! Enfin, le psychiatre en vous qui revient. Ah, si vous saviez, j'étais immensément respecté. Et on me témoignait d'une confiance incommensurable. Personne ne m'a jamais témoigné d'une telle confiance. À part mon fureur, bien sûr. Patron, c'est incroyable. Le Titanic, plus de 1200 morts. Quelle tragédie. De grâce, Stewart. Calmez-vous un peu. Mais, je sais, j'ai lu les journaux. L'humanité est garante de cette technologie. Une perpétuelle tragédie. Une tragédie grecque. Et la nature, elle, n'a-t-elle pas raison sur l'humanité? Question formulaire, Stewart. Je dirais que l'humanité ainsi que la nature observent une relation amoureuse connue de tous. Soit. Mais qui obéit à l'autre? Intéressant, Stewart. De quelle nature suis-je? Je comprends pas. Quelle est ma nature à moi en tant que patron? Qui a raison de moi? Ou plutôt, quoi? Je saurais pas dire. Alors, votre réponse, personne ne le sait. Mais quand l'humanité répond à sa propre nature, c'est tout autre chose. Élaboré? Comme dirait Aristote, l'humanité obéit à son inhumanité et non le contraire. Dites donc, M. Davis, j'ignorais que vous étiez également spécialiste en philosophie. Non, nul besoin d'être philosophe. Non, mais regardez-moi, est-ce que je ressemble à Aristote? Ce que je vous dis, c'est que pour ma part, j'obéis à mon pouvoir, mon autorité, mon inhumanité. Et comment Platon définirait votre humanité? Vous me décevez, Stewart. N'avez-vous pas remarqué que je suis d'un tempérament de grosse brute épaisse, dépourvu d'intelligence, lorsque je juge de mon autorité, de mon inhumanité? Cela dit, celui qui obéit à mon autorité déplacée est encore plus stupide que moi. Au fond, je suis comme le iceberg, seul et puissant, dans l'attente sournoise de contempler la bêtise humaine en train de couler. Comme votre avion, le Titanic. C'est ce que Socrate aurait dit. Et le Titanic était fait d'acier et de boulons comme notre pont. Il n'aurait jamais été infaillible, même devant Dieu. Que les Richard en dire autant. Cessez de me parler du curé Richard. Non, infaillible, vous dites. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait venir ici même le mangeux de choucroute, Ribbentrop. Je lui ai demandé de me faire 200 push-ups.
de se tenir debout sur une jambe pendant 2 heures en imitant une mouette qui bat de l'aile, de pelleter du sable avec une cuillère, de me lécher les bottes avec sa langue, et vous savez quoi? Il n'a rien dit. Il a tout fait ce que je lui ai demandé. L'humanité a répondu à l'inhumanité. Rien de plus. Voyons donc, patron, c'est grotesque. Vous abusez de votre pouvoir, de votre autorité. Non, de mon inhumanité. N'oubliez pas ce que Pythagore a dit sur le sujet. Ne me faites pas croire, Evan Ribbentrop, qu'on vous témoignait du respect après ce que vous venez de me raconter. Ce monsieur Davis... Il était de moins en moins présent sur le chantier depuis. Il avait été mandaté pour prendre en charge la structure nord du pont. C'est M. Tuat, son assistant, qui a pris les rênes du chantier sud. Un bon patron, raisonné, et raisonnable. Donc vous avez été loyal. J'ai toujours été loyal. Votre affirmation ne me surprend guère. Et vous souhaitez connaître davantage les limites de ma loyauté, n'est-il pas? De ma loyauté envers mes patrons du chantier, envers la Grande-Allemagne, envers mon parti, envers mon Führer, envers ma femme. Eh bien, je vous répondrai ceci. Il n'y a pas de limite. La loyauté est et a toujours été sans équivoque. Ce qui concerne ma femme, je remercie le ciel après tous ces événements et en dépit de tout ce que l'on m'accuse à tort et à travers. Elle m'aime toujours. Décrivez-la moi. Grande. Belle. Affectueuse. Généreuse. Complice. Loyale, bien entendu. Et docile aussi. Docile. Oui, docile. Et comment vous vous êtes rencontrés? Quelque temps après la Première Guerre, j'ai été marchand de champagne. Le champagne Henkel, Traken. Je travaillais alors pour M. Henkel et j'ai épousé sa fille, rien de moins. Une histoire d'amour. Oui, une longue histoire d'amour, sincère et passionnée entre ma femme et moi. Et avec vos enfants. Et avec mes enfants, bien sûr. Dites-moi, Von Ribbentrop, comment est-ce qu'un père et mari aimant et aimable peut-il en venir à être accusé de crimes de guerre contre l'humanité? Ich bin nicht schuldig! Excusez-moi. Hitler est le grand coupable de tous ces crimes contre l'humanité. Vous étiez ses serviteurs, rien de plus. Hitler est mort maintenant. Facile de jeter la faute sur les morts. Vous l'accusez afin de vous disculper. Pourquoi ce déni? Il n'y a pas de déni. La première fois que j'ai rencontré Hitler, c'était en 1932. Je me souviens plus exactement où, et dans quelles circonstances. Mais par contre, je me souviens très bien de ce visage obscur, et ses yeux très bleus, et cette expression faciale qui attirait l'attention d'un seul coup d'œil. Je fus autant impressionné à ma deuxième rencontre en 1933. J'ai pu remarquer alors qu'il devenait de plus en plus puissant. Il dominait tout le monde. Il savait comment manier les gens, les hommes surtout. Et ce, de manière charmante. Devant lui, nous étions tous comme des enfants d'école. Même Martin Barmas. Hitler s'occupait de parler, et nous, d'écouter. Il pouvait parler pendant 25 minutes, alors que nous ne placions que 2 mots. Et puis, il changeait de sujet, repartait pour 25 autres minutes.
Il avait une vaste connaissance sur tous les sujets. Je me souviens qu'un jour, j'ai invité un important homme d'État britannique à venir le rencontrer. Il refusa, en me disant que ce n'était pas possible de parler au dictateur. Il ne pouvait pas avoir d'échange d'idées avec lui. Il avait raison. Il sort de ce procès qu'Hitler était brutal. Mais pour sortir l'Allemagne de la boue, il n'avait d'autre choix que d'utiliser la brutalité pour atteindre ses objectifs. Avant les déclarations de ce procès, je n'ai jamais pensé que Hitler et les nazis étaient cruels à ce point. Parlez-moi donc du cas de l'Union soviétique. Si vous les écoutez, je vous dis tant de choses sérieuses. Si vous les écoutez, tous les Allemands sont des monstres. Peut-être vrai pour quelques-uns, je ne peux le dire. Dont Hans Frank, entre autres. Que pensez-vous de son journal et des révélations qui ont été lues? Il aurait rapporté à Hitler qu'il aurait tué plus de 150 000 Polonais et Hitler lui aurait répondu très bien. Mais pourquoi avez-vous écrit toutes ces choses dans son journal? C'est étrange, n'est-il pas? Bien sûr que c'est mal, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai nullement été impliqué dans ces atrocités, dans ces brutalités. Pas plus que dans ces écrits qu'on peut retrouver dans un journal comme celui de Hans Frank.